En mars 1940, la Grande-Bretagne se trouvait confrontée à un problème de mathématiques qui déciderait si la nation mourrait de faim ou survivrait. Les U-boats de l'amiral Karl Donitz envoyaient chaque mois 300 000 tonnes de navires marchands par le fond de l'Atlantique et la Royal Navy ne possédaient que 200 bâtiments d'escorte pour protéger des milliers de milles de routes de convoi. Winston Churchill, tout juste nommé First Lord de l'Admirauté, griffonna ce printemps-là une note désespérée. « Il nous faut des navires. Pas demain, pas l'an prochain, maintenant. » La réponse traditionnelle brillait alors dans les chantiers navals britanniques. Le destroyer, ces élégants bâtiments de guerre, représentait le sommet de l'ingénierie navale, hérissé de canons de 4,7 pouces de tubes lance-torpilles et doté de suffisamment de vitesse pour rattraper n'importe quel sous-marin naviguant en surface. Ils étaient magnifiques. Ils étaient aussi totalement inabordables. Chaque destroyer coûtait 900 000 $, soit environ 45 millions de dollars actuels, et exigeait 18 mois de travail hautement qualifié pour être achevés. Les chantiers navals britanniques pouvaient en produire peut-être 30 par an à pleine capacité, tandis que sa flotte marchande se vidait de son sang en temps réel. L'Admiralty avait besoin d'une équation entièrement différente. En mai 1940, alors que la France s'effondrait et que la menace des U-boats s'intensifiait, l'architecte naval William Reed présenta une proposition que les officiers supérieurs rejetèrent d'abord comme absurde. Sa conception n'était même pas prévue pour la guerre. Reed avait passé la décennie précédente à perfectionner un baleinier commercial appelé classe Southern Pride, des navires robustes et simples, construits pour poursuivre les baleines à travers les tempêtes de l'Antarctique. Ces bâtiments utilisèrent des composants standards, du commerce de l'acier de qualité commerciale et des techniques de construction que n'importe quel chantier côtier maîtrisait déjà. Ils étaient lents, inconfortables et totalement dépourvus de glamour. Ils ne coûtaient pourtant que 90 000 $ pièce et pouvaient être construits en 8 mois. Cette différence de coût d'un facteur 10 représentait bien plus qu'un détail comptable. Elle signifiait que l'arithmétique fondamentale de la bataille de l'Atlantique pouvait être réécrite. Pour le prix d'un seul destroyer, la Grande-Bretagne pouvait déployer 10 corvettes. Pendant les 18 mois nécessaires à la construction de 3 destroyers, les chantiers pouvaient lancer 20 corvettes. La proposition de Reed transformait la question « Comment construire le chasseur de sous-marins parfait ?» en « Comment couvrir l'Atlantique d'assez de coques pour que les sous-marins ne puissent plus les éviter ?» Le commandant George Cray, directeur de la lutte anti-sous-marine, saisit immédiatement les implications. La Royal Navy n'avait pas besoin de forteresses flottantes. Elle avait besoin de présence. Chaque convoi nécessitait des escortes, beaucoup d'escortes, disposées en écran, se chevauchant, qui refusaient aux U-boats toute position d'attaque sûre. Les destroyers étaient de merveilleux instruments chirurgicaux, mais l'Atlantique exigeait une solution de force brute. Le 25 juillet 1940, tandis que la bataille d'Angleterre faisait rage dans le ciel, l'Admirauté commanda 58 corvettes désignées sous le nom de « Flower Class ». Elles seraient baptisées d'après des plantes à fleurs. Gladiolus, Bluebell, Campanula, un clin d'œil, assumé à leur nature modeste, de plantes de jardin. La décision déclencha un débat furieux. Les traditionalistes affirmaient que la Grande-Bretagne abandonnait l'excellence navale au profit du nombre. Ces bâtiments atteignaient à peine 16 nœuds, soit la moitié de la vitesse d'un destroyer. Ils n'emportaient qu'un seul canon de 4 pouces contre 4 pièces principales sur un destroyer.
Leur armement anti-sous-marin se limitait à des grenades sous-marines roulées depuis des rails à l'arrière et non à des armes sophistiquées lançant les charges en avant. Pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance lorsque l'alternative était l'océan vide et des navires marchands sans défense. En septembre 1940, alors que les pertes mensuelles en tonnage approchaient 450 000 tonnes, la première corvette, le HMS Gladiololys, acheva ses essais et mit le cap sur les approches occidentales. Elle ne ressemblait en rien à un navire de guerre. Elle sauverait pourtant la Grande-Bretagne. Donit peaufinait sa doctrine depuis 1936, date à laquelle il avait pris pour la première fois le commandement de la force de U-Boat reconstituée de l'Allemagne. La guerre sous-marine, traditionnelle, considérait chaque bâtiment comme un chasseur solitaire, traquer, frapper, disparaître. Donit comprit que cela gaspillait le plus grand avantage du sous-marin, l'invisibilité. Il développa à la place la tactique de meute, les Wolfpack Tactics. Un U-boat de tête suivait un convoi, en surface, signalant sa position, tandis que les bâtiments frères convergeaient. Quand 6 ou 8 sous-marins encerclaient la cible, ils attaquaient simultanément depuis plusieurs azimuts, submergeant les escorteurs par la seule coordination. Les mathématiques étaient implacables. Un destroyer isolé pouvait poursuivre un U-boat en surface, peut-être en engager un second, mais face à 6 U-boats attaquant depuis 6 directions, l'escorte passait tout l'engagement à courir d'un axe de menace à l'autre, tandis que les navires marchands brûlaient. Dans la nuit du 18 octobre 1940, le convoi SC7 apprit cette leçon dans le sang. 43 navires marchands avaient quitté Sydney en Nouvelle-Écosse, protégés par seulement 2 escorteurs. 5 U-boats les trouvèrent au sud de l'Islande. À l'aube, 21 navires avaient été torpillés, le pire massacre d'un convoi unique de toute la guerre. Les escortes n'avaient aucune chance. Elles ne pouvaient pas être présentes en 6 endroits à la fois. Churchill comprenait parfaitement cette géométrie. Dans son premier grand discours, en tant que Premier ministre le 19 mars 1940, il forgea l'expression « bataille de l'Atlantique », la seule campagne qu'il admit l'avoir réellement terrifié pendant toute la guerre. La Grande-Bretagne importait 55 millions de tonnes de ravitaillement par an, nourriture, carburant, munitions, matières premières pour les usines. Perdre cette ligne de vie et la résistance militaire devenait sans objet, la nation se rendrait ou mourrait de faim en quelques mois. Pourtant, protéger cette ligne de vie nécessitait des escortes que la Grande-Bretagne ne possédait pas. La Royal Navy comptait 200 bâtiments d'escorte en septembre 1939. Dönitz commandait 57 U-boats avec une production en hausse vers 30 par mois. Chaque échange tactique favorisait l'attaquant. La solution des corvettes ne vainquit pas les Wolfpack par une supériorité de capacité, mais par leur omniprésence. Les tactiques de Dönitz reposaient sur le fait que les escortes seraient en infériorité numérique et dépassées manœuvrièrement. Que se passait-il lorsque les convois n'étaient non plus escortés par 2 navires, mais par 8-10 ou 12 soudains? L'arithmétique s'inversait. Une meute de loups qui se formait autour du convoi On 27 en septembre 1941 rencontra le HMS Gladiolus, le Bluebell, le Campanula, le Nasturtium et 4 autres corvettes formant un cercle de protection. Quand les U-boats tentèrent de coordonner des attaques en surface, les corvettes étaient partout, forçant les sous-marins à plonger, perdant ainsi vitesse et coordination. La meute se dispersa. Cela représentait une révolution philosophique dans la guerre navale. Pendant des siècles, la doctrine britannique avait misé sur la supériorité individuelle, construire de meilleurs navires que l'ennemi
puis les vaincre en combat singulier. La corvette incarnait la logique inverse, construire des bâtiments simplement adéquats, mais en nombre écrasant, et gagner par saturation. C'était profondément non britannique, presque industriel dans son froid réalisme. Les officiers supérieurs détestaient cela. L'amiral Dudley Pound déclara que les premières corvettes étaient à peine aptes à leur mission. Il avait raison individuellement, elles ne l'étaient pas. Collectivement, elles étaient irrésistibles. Entre octobre 1940 et mars 1941, 30 corvettes entrèrent en service. Les pertes marchandes mensuelles augmentèrent même, c'était le temps heureux pour les équipages de U-boats qui coulèrent les navires plus vite que la Grande-Bretagne ne pouvait les remplacer. Mais la tendance commençait à s'infléchir. Chaque nouvelle corvette réduisait un peu plus le déficit d'escorte. En mai 1941, 89 corvettes sillonnaient l'Atlantique et la moyenne des escortes par convoi avait triplé. Les U-boats trouvaient encore des cibles, mais la coordination de leurs attaques devenait exponentiellement plus difficile. Les meutes de Dönitz découvrirent que leurs proies naviguaient désormais avec leurs propres meutes, plus lentes, moins élégantes, mais assez nombreuses pour que la supériorité ne compte plus. Ce qui importait, c'était la présence. Les bateaux de pêche bon marché chassaient à leur tour. Les plans déroulés par la société Smith's Dock Company en août 1940 montraient un navire long de 205 pieds et large de 33 pieds. Des dimensions reprises, presque mot pour mot, des baleiniers Southern Pride, opérant dans les eaux antarctiques depuis 1936. L'ingénieur naval, William Reid, n'avait pas conçu un bâtiment de guerre. Il avait pris une coque commerciale éprouvée, retiré les installations de traitement des baleines et boulonné dessus un équipement militaire. Les spécifications de l'amirauté étaient délibérément primitives, machines à vapeur, à piston, plutôt que turbines modernes, construction rivetée, plutôt que soudée, une seule hélice. Chaque choix répondait à un critère. Tout chantier du Royaume-Uni devait pouvoir construire ses navires avec ses compétences et équipements existants. Cette approche se révéla transformative. La construction d'un destroyer exigeait des chantiers spécialisés, grands cales couvertes ateliers, de précision équipes formés au standard naval. Et seulement 7 chantiers britanniques possédaient de telles capacités. Les corvettes n'avaient besoin de rien de tout cela. Smith's Dock à Middlesbrough, Hull, Russell à Aberdeen, Harland & Wolff à Belfast, même les petits chantiers commerciaux, construisant d'ordinaire des caboteurs, reçurent des contrats. Le dessin des Flower Class spécifiait de l'acier de qualité marchande, de 3,8 de pouces d'épaisseur, des rivets standards et des composants déjà produits en série pour le civil. L'architecte Reid avoua plus tard avoir volontairement simplifié son plan, afin qu'un chantier fabriquant des chalutiers puisse passer aux corvettes en quelques semaines. Le choix du moteur illustrait parfaitement cette philosophie. Les destroyers utilisaient des turbines Parsons à engrenages développant 40 000 chevaux, des merveilles technologiques nécessitant des fonderies spécialisées et 9 mois de fabrication. Les corvettes reçurent des machines à triple expansion, produisant 750 chevaux. Ces moteurs étaient de la technologie victorienne, des versions agrandies des mécanismes qui équipaient les locomotives. La Grande-Bretagne en produisait par centaines pour les navires marchands, remorqueurs et installations industrielles. Quand la production de corvettes s'accéléra en 1941, les fournisseurs de moteurs incluaient même des entreprises fabriquant d'ordinaire des treuils de mine ou des chaudières d'usine. Les moteurs étaient lourds, inefficaces
et causaient d'énormes vibrations. Mais ils étaient disponibles immédiatement, entreposés dans des hangars. La vitesse de construction reflétait ces compromis. Chez John Crown Sons, à Sunderland, les coques prenaient une forme en plein air, selon des techniques inchangées depuis l'époque victorienne. Les riveurs travaillaient par équipe de 4. Un chauffait les rivets à rouge dans un petit four. 2 les inséraient dans les trous pré-percés. Un 4e les aplatit. 7 au marteau pneumatique. Le processus était bruyant, exigeant en main-d'œuvre, et terriblement lent selon les standards modernes. Pourtant, ces ouvriers maîtrisaient ces méthodes depuis toujours pour la construction de cargos. Le 12 novembre 1940, ils posèrent la quille du HMS Campanula. Le 3 juin 1941, à peine 7 mois plus tard, il achevait ses essais en mer et rejoignait le Western Approaches Command. Comparez cela au HMS Jervis Destroyer de classe J, dont la quille fut posée chez Hawthorne Leslie en août 1937. Sa construction exigea des turbines ajustées au micron, produites dans 3 usines différentes, des systèmes électriques conçus sur mesure et un matériel de tir assemblé à des tolérances d'1 millième de pouce. Il entra en service en mai 1939, 21 mois plus tard, représentant 300 000 heures de travail hautement qualifiées. Jervis était supérieur en tout point mesurable. Il n'était qu'un seul navire. En 21 mois, les chantiers britanniques construisirent 47 corvettes avec le même volume d'heures réparti entre des ouvriers moins spécialisés. Smith's Dock, à lui seul, en lança 42 toutes les 17 journées, à son pic de production. Le chantier employait des riveurs, issus de la marine marchande, des soudeurs, venus de la démolition navale, et des ajusteurs formés dans les ateliers ferroviaires. Aucun n'avait de certification navale. Aucun n'en avait besoin. L'Amirauté avait consciemment sacrifié la perfection au profit du volume, pariant la survie du pays sur la possibilité que la quantité remplace la qualité. En décembre 1941, 151 corvettes étaient en service. Le vide d'escorte dans l'Atlantique se comblait, non grâce à une percée technologique, mais par la force industrielle brute appliquée à un dessin volontairement simple. Le destroyer HMS Electra, admis au service, en février 1939, incarnait tout ce que la Royal Navy croyait du combat moderne. Ses turbines à vapeur la propulsaient à 36 nœuds, assez vite pour rattraper n'importe quel U-boat en surface et fuir les attaques aériennes, tandis que ses 8 canons de 4,7 pouces offraient une puissance de feu écrasante contre toute menace de surface. Des tubes lance-torpilles, quintuples, lui permettaient d'engager, si nécessaire, les grands bâtiments ennemis. Son sonar, ASDIC, pouvait détecter un sous-marin immergé à 1500 yards, tandis que ses mortiers Hedgehog, projetant leur charge vers l'avant, lui permettèrent d'attaquer sans perdre le contact sonar. Electra coûta 922 000 $ et consomma 18 mois de travail des artisans les plus expérimentés du chantier Hawthorne Leslie. Elle était magnifique, véritablement capable de dominer n'importe quelle situation tactique qu'elle rencontrait. Le 27 février 1942, des destroyers japonais la coulèrent pendant la bataille de la mer de Java. La Grande-Bretagne perdit 922 000 $ et 18 mois d'une capacité de construction irremplaçable en environ 7 minutes de combat. Ce n'était pas un cas isolé. Le HMS Glowworm, le HMS Hardy et le HMS Hostile, des destroyers, valant à eux 3 près de 3 millions de $, avaient déjà disparu en juin 1940. La Royal Navy avait commencé la guerre avec 184 destroyers. En décembre 1940, 35 avaient été coulés ou endommagés au point d'être irrécupérables.
Chaque perte représentait non seulement une capacité de combat, mais aussi des coûts en temps et en argent impossibles à récupérer. Les corvettes inversèrent brutalement cette équation. Le HMS Gladiolus coûtait 90 000 $, un dixième du prix d'un destroyer. Lorsque le U-568 le torpilla le 16 octobre 1941, la Grande-Bretagne perdit certes un navire, mais non un atout irremplaçable. 7 semaines plus tard, le chantier Smith's Dock lançait le HMS Hélotrope pour le remplacer. Tout le cycle perte-remplacement mis en service dura moins de temps qu'il n'en fallait pour construire un seul destroyer. Cette résilience économique comptait énormément dans une guerre d'usure. La bataille de l'Atlantique détruisit finalement 47 corvettes entre 1940 et 1945. Les remplacer coûta 4,2 millions au total. Remplacer 47 destroyers aurait coûté 43 millions et monopolisé les chantiers britanniques pendant 3 années entières. Le facteur temps pesait encore plus que le coût. En septembre 1940, alors que les pertes marchandes mensuelles dépassaient 450 000 tonnes, la Grande-Bretagne avait besoin d'escortes immédiatement déployables, non de navires parfaits livrés trop tard. Le chantier Camel Laird lança le destroyer HMS Opportune en juillet 1940. Il n'entra en service qu'en août 1942, 25 mois plus tard. Durant ces 25 mois, les chantiers britanniques achevèrent 127 corvettes. Chacune pouvait escorter des convois, chasser des sous-marins et refuser à Dönitz l'océan vide dont ces meutes de loups avaient besoin. Opportune était indéniablement supérieur à n'importe quelle corvette, mais il n'était pas disponible quand la Grande-Bretagne en avait le plus besoin. Les planificateurs stratégiques faisaient face sans cesse à ce dilemme. Les ressources allouées à la construction d'un destroyer pouvaient produire 10 corvettes, mais 10 navires adéquats apportèrent-ils plus de valeur opérationnelle qu'un seul navire d'exception? L'Atlantique répondit sans ambiguïté « oui ». La défense des convois ne consistait pas à gagner des engagements isolés, mais à refuser aux U-boats toute opportunité d'attaque. Un destroyer pouvait filer à 36 nœuds vers un secteur menacé, combattre brillamment et neutraliser la menace pendant que 3 autres secteurs restaient sans protection. 10 corvettes, même à 16 nœuds poussifs, pouvaient former des zones de patrouille, se recouvrant, empêchant les U-boats d'atteindre une position de tir. L'amiral Percy Noble, commandant en chef du Western Approaches, chiffra le besoin en décembre 1941. Son commandement nécessitait au moins 300 navires d'escorte pour protéger correctement les routes atlantiques. Au rythme de production des destroyers, atteindre cette force aurait demandé 8 ans. Au rythme des corvettes, 18 mois suffisaient. Et la Grande-Bretagne y était presque parvenue. Le destroyer rapide et puissant demeurait supérieur sur tous les plans tactiques. Stratégiquement, il était hors sujet. Les guerres ne sont pas gagnées par des armes parfaites, arrivées trop tard, mais par des armes adéquates, disponibles au moment voulu. La corvette était profondément adéquate, immédiatement disponible, et de ce fait, devenue indispensable. À bord du HMS Gladiolus, en novembre 1940, le matelot Ronald Rundle comprit pourquoi les anciens appelaient les corvettes les navires à mi-chemin de l'enfer. Le bâtiment roulait de 40 degrés sur bâbord, marquait une brève pause à l'extrémité du mouvement, puis s'écrasait à 40 degrés sur tribord, complétant le cycle toutes les 8 secondes. Ce n'était pas une tempête exceptionnelle, juste un mardi matin, sous des vents de force 6, des conditions que l'Atlantique Nord produisait environ 3 jours par semaine. Rundle, avec les 2/3 de l'équipage, passa ce quart à vomir dans tout récipient disponible.
Le tiers restant avait simplement cessé de manger. Ce roulis provenait directement des compromis du design. Les architectes navals avaient privilégié la stabilité en plaçant les machines lourdes bas dans la coque et en conservant des ratios longueur, largeur corrects. Adaptés de baleiniers, conçus pour affronter les mers antarctiques, les corvettes affichaient un rapport de 6-1 courtes et trapues. Cela les rendait incroyablement marines, presque impossibles à chavirer sous la météo seule, mais provoquaient un roulis violent dès que la mer dépassait le calme plat. Les destroyers, avec leur rapport de 10 tonnes, fendaient les vagues. Les corvettes passaient par-dessus, vrillant sur tous les axes à la fois. Les marins racontaient qu'il fallait chronométrer chaque cuillerée de soupe chaude, prendre la cuillère au sommet du roulis avalé pendant la récupération, puis se préparer pour le prochain basculement. Les espaces de vie aggravaient le mouvement. L'ensemble de l'équipage du Gladiolus, 85 hommes, partageait des quartiers prévus pour 47. Le poste avant, situé dans la proue, où les mouvements étaient les plus violents, hébergeait 40 hommes dans un compartiment de 9 mètres sur 6. Les hamacs étaient si serrés que les marins devaient se frayer un chemin entre les corps endormis. Lorsque la houle atlantique dépassait 4,5 mètres, l'eau de mer entrait par les conduits de ventilation et les portes étanches, laissant la chambrée perpétuellement humide. Les vêtements ne séchaient jamais. La moisissure envahissait bottes, literies et cloisons. Le lieutenant-commandant Henry Chesterman, à bord du HMS Campanula, rapporta en mars 1941 que 60% de son équipage souffrait de furoncles d'eau salée, des infections causées par le frottement constant de la laine mouillée sur la peau. Le froid était tout aussi implacable. Les corvettes manquaient de véritables systèmes de chauffage, une autre mesure d'économie. De petits poêles à charbon procuraient un peu de chaleur dans les carrés, mais leur usage était interdit pendant les alertes aux sous-marins. La fumée de la cheminée rendait le navire visible la nuit. Les hommes tenaient des quarts de 4 heures sur les ailes de passerelles ouvertes où les températures hivernales frôlaient le point de congélation et où le vent glacial faisait chuter la sensation thermique bien en dessous de 0. Les cas d'engelure étaient monnaie courante. En janvier 1942, le médecin du HMS Bluebell soigna 12 blessures dues au gel au cours d'une seule traversée de l'Atlantique Nord. Ces blessures n'étaient même pas jugées assez remarquables pour être consignées dans le journal de bord. La vitesse, ou plutôt son absence, créait des cauchemars tactiques. Les moteurs des corvettes leur permettèrent d'atteindre 16 nœuds maximum par mer calme. Dans la houle atlantique typique, la vitesse opérationnelle tombait à 12 nœuds. Les U-boats en surface atteignaient 17 nœuds. Cela signifiait que les corvettes ne pouvaient pas rattraper les sous-marins naviguant en surface. Elles ne pouvaient que les forcer à plonger, puis les poursuivre à coups de grenades sous-marines. Le commandant Donald McIntyre, à la tête du groupe d'escorte protégeant le convoi HX-112 en mars 1941, observait impuissant les U-boats suivre son convoi juste au-delà de la portée efficace, signalant la position, tout en restant hors d'atteinte de ses corvettes. Lorsqu'il détacha le HMS Vanoc, un destroyer, pour les chasser, les U-boats se dispersèrent. Ces corvettes continuaient leur route incapables de poursuivre leurs équipages épuisés, trempés et transis. Pourtant, ces bâtiments misérables, lents et ballottés, accomplissaient leur mission. Tout au long de 1941, les corvettes passèrent plus de jours en mer que toute autre catégorie de navires de la Royal Navy, en moyenne 240 jours par an, contre 180 pour les destroyers. Incapables de rattraper les U-boats,
elle restait simplement plus longtemps en mer, assurant une présence constante. Les équipages apprirent à fonctionner en étant perpétuellement malades du mal de mer, à dormir dans des vêtements trempés, à monter la garde dans des conditions qui auraient brisé le moral d'hommes embarqués sur des navires plus confortables. La corvette de la classe Flower était hideusement inconfortable, tactiquement limitée, et servie par des hommes qui méritaient mieux. Ces hommes sauvèrent pourtant la Grande-Bretagne. Le HMS Gladiolus remporta sa première victoire le 16 mars 1941. Le U-47, commandé par le légendaire Günther Prian, le même officier qui avait pénétré à Scapa Flow en 1939 et coulé le HMS Royal Oak, traquait le convoi OB-293 au sud-ouest de l'Islande. Gladiolus le détecta à Lasdik, à 1400 yards, s'approcha à portée d'attaque malgré la mer forte et lança 14 grenades sous-marines en motif de diamant autour du contact. La coque du U-47 implosa à 55 mètres de profondeur, emportant Prian et ses 45 hommes. L'Allemagne perdit l'un de ses as les plus célébrés. La Grande-Bretagne ne perdit rien, sinon quelques grenades à 35 $ pièce. Le rapport coût-victoire était stupéfiant. Les statistiques s'accumulaient inexorablement. Le HMS Bluebell coula le U-651 en juin 1941. Le Campanula détruisit le U-74 en mai. Le Narcissus neutralisa le U-568 en octobre. En décembre 1941, les corvettes avaient déjà coulé 19 U-boats confirmés, soit plus que tous les destroyers britanniques réunis sur la même période. La différence ne tenait pas à une supériorité tactique, mais à une logique opérationnelle. Les destroyers passaient 60% de leur temps au port pour maintenance, ravitaillement et repos d'équipage. Leurs turbines complexes réclamaient une attention constante. Les corvettes, avec leurs moteurs à piston simple, restaient en mer 70% du temps. Plus de jours en mer signifiaient plus de rencontres. Plus de rencontres signifiait plus de victoires. Le schéma des affrontements devint prévisible. Les U-boats détectés en surface plongeaient immédiatement à la vue des corvettes, non parce qu'elles représentaient une menace redoutable, mais parce qu'elles étaient omniprésentes. Une fois submergés, les U-boats perdèrent leur vitesse de 7 nœuds en surface et rampaient à 7 nœuds sous l'eau. Les corvettes, même avec leurs modestes 16 nœuds, avaient alors l'avantage. Elles quadrillaient la zone méthodiquement, pingant à Lasdik, forçant les sous-marins à rester immergés et à épuiser leurs précieuses batteries. Finalement, le U-boat devait soit faire surface dans le champ de tir, soit rester dessous, jusqu'à être frappé par les charges. Le commandant Peter Gretton, à la tête du groupe d'escorte B-7, composé de 6 corvettes, qualifia cette stratégie de tactique du terrier. Nous ne pouvions pas les distancer, alors nous les épuisions. Le HMS Gladiolus, lui-même disparu le 16 octobre 1941, torpillé par le U-568 au sud de l'Islande. Il coula en 4 minutes, entraînant 80 des 85 hommes d'équipage. Cela illustrait la vulnérabilité des corvettes, leurs minces coques de qualité commerciale ne résistaient pas aux torpilles. Entre 1940 et 1945, 47 corvettes de la classe Flower furent détruites, 22 par sous-marin, 11 par avion, 7 par mine, 4 par tir de surface et 3 par collision. Chaque perte coûtait en moyenne la vie à 65 hommes. Le coût humain était effroyable, pourtant la Grande-Bretagne continua d'en construire plus vite que les U-boats ne pouvaient les couler. À la mi-1942, le nombre de corvettes dépassait 200 malgré les pertes. Le bilan final fut publié par l'Amirauté en 1946. Les Flower Class participèrent à des actions ayant détruit 294 U-boats entre 1940 et 1945, 47 victoires seules, 247
en coopération avec d'autres bâtiments. Aucune autre classe de navires alliés ne s'en approcha. Les destroyers encoulèrent 174, les frégates 187 et les avions 386, mais les corvettes se classaient deuxième, bien qu'étant le type de bâtiment le moins performant techniquement. Le commandant Donald McIntyre, qui coula 5 U-boats en dirigeant des groupes de corvettes, écrivit plus tard que leur succès venait du fait d'être partout où les U-boats ne nous attendaient pas, parce que nous étions assez bon marché pour être déployés partout simultanément. Le rapport d'échange fut stratégiquement décisif. La Grande-Bretagne perdit 47 corvettes d'une valeur totale de 4,2 millions de dollars. Ces navires contribuèrent à détruire 294 U-boats, valant environ 70 millions. Chaque U-boat de type 7 coûtait environ 250 000 dollars à construire. L'Allemagne perdit aussi 15 000 sous-mariniers, formés des spécialistes irremplaçables, nécessitant 9 mois d'instruction. La force de Dönitz ne se remit jamais de cette attrition, lente, inconfortable et humble. La corvette anéantit l'arme sous-marine allemande, non par supériorité technologique, mais parce qu'elle était assez nombreuse et persistante pour que les submersibles d'élite ne puissent plus l'éviter. La quantité avait accompli ce que la qualité n'aurait jamais pu. Le design des U-boats allemands incarnait l'excellence de l'ingénierie poussée à son extrême logique. Le type 7C cheval de bataille de la flotte de Dönitz incorporait des innovations que les architectes navals britanniques eux-mêmes enviaient. Une propulsion diesel électrique procurait une vitesse de surface de 17 nœuds et une autonomie sous-marine de 7 heures avec des coques sous pression testées jusqu'à 280 mètres de profondeur, des torpilles acoustiques se guidant sur le bruit des hélices et les machines à chiffrer, Enigma coordonnant les attaques en meute sur des milliers de kilomètres. Chaque sous-marin nécessitait 16 mois de construction et intégrait des composants fabriqués dans 27 usines différentes à travers l'Allemagne. Ces bâtiments étaient des merveilles technologiques. Ils étaient aussi produits à raison de 25 par mois, au maximum, même au pic de production de 1942. La Grande-Bretagne répliqua par ce que les analystes de défense appelleraient aujourd'hui la prolifération de plateformes, submerger un adversaire sophistiqué sous un flot de systèmes simples et nombreux. Entre juillet 1940 et mai 1945, les chantiers britanniques et canadiens achevèrent 267 corvettes de classe Flower, plus 151 variantes améliorées de classe Castle, soit 418 plateformes de chasse aux sous-marins déployées contre les Mittley 153 U-boats que l'Allemagne avait mis en service pendant toute la guerre. Le rapport semble défavorable jusqu'à ce qu'on tienne compte de la disponibilité. Les U-boats allemands passaient 60% de leur vie opérationnelle au port-retour de patrouille, remise en état, réparation des dégâts, entraînement des équipages de relève. À tout moment, seulement 40% des U-boats en service étaient réellement en mer. Les corvettes affichaient-elles 70% de disponibilité. Le rapport opérationnel réel était donc d'environ 290 corvettes en mer contre 460 U-boats. De plus, les corvettes opéraient en groupe, se soutenant mutuellement, tandis que les U-boats chassaient de plus en plus seuls, les contre-mesures alliées s'étant améliorées. La guerre de production accentua encore le déséquilibre. Quand le HMS Campanula fut coulé en juin 1942, le chantier Smith's Dock posa sa quille de remplacement 3 semaines plus tard. Le nouveau Campanula entra en service en novembre, 5 mois après la perte du premier. Quand le U-135 fut détruit en juillet de la même année, l'Allemagne lança immédiatement la construction de son successeur, le U-1070. Il ne fut admis au service qu'en septembre
1944, plus de 2 ans plus tard. La production britannique de corvettes ressemblait à une chaîne d'assemblage automobile, composants standardisés, pièces interchangeables, multiples lignes parallèles. La production allemande de U-boat demeurait essentiellement artisanale, pièces ajustées à la main-d'œuvre hautement spécialisée, étapes de construction séquentielles, impossibles à paralléliser. Cette philosophie industrielle s'étendait aussi aux réparations. La machinerie des corvettes était volontairement simple avec des pièces prévues pour le service marchand, plutôt que pour la précision militaire. Lorsque le moteur du HMS Bluebell lança une bielle à travers le Carter, en février 1942, les ouvriers de Londonderry le remplacèrent par une pièce de rechange, prélevée sur un navire marchand désarmé. La réparation prit 4 jours. Un destroyer avec ses turbines endommagées devait revenir dans un chantier spécialisé et y rester au moins 6 semaines. La simplicité se traduisait directement en disponibilité opérationnelle. L'Amirauté calcula en 1943 que les corvettes passaient en moyenne 22 jours entre 2 escales contre 14 pour les destroyer, malgré le fait qu'elles opéraient dans des conditions plus dures. Les Allemands ne s'adaptèrent jamais à cette approche quantitative. Dönitz réclama à plusieurs reprises des sous-marins côtiers plus simples et plus rapides à construire des bâtiments, analogues aux corvettes dans leur philosophie. Le grand amiral Raeder refusa insistant pour maintenir les standards de qualité des U-boats. Les types 21, introduites en 1944, illustrèrent parfaitement cette obstination, un design révolutionnaire, capable de vitesse submergée, supérieure à celle des navires de surface, et de rester sous l'eau indéfiniment grâce au schnorchel. Chaque type 21 demandait 24 mois de construction. L'Allemagne en lança 118 avant la fin de la guerre. Aucun ne devint opérationnel à Tinti pour influencer la bataille de l'Atlantique. Ce furent des sous-marins magnifiques arrivés trop tard pour compter. La doctrine britannique adopta le raisonnement inverse, déployer des solutions adéquates immédiatement, puis les améliorer progressivement. Les premières corvettes Flower étaient misérables. La version modifiée de 1942 reçut un meilleur chauffage des quartiers, plus confortable et un armement anti-aérien renforcé. Les corvettes de classe Castle, introduites en 1943, ajoutèrent des coques plus profilées, réduisant le roulis des moteurs plus puissants, atteignant 20 nœuds, et des mortiers Squid, lançant les charges en avant. Chaque itération se fondait sur l'expérience opérationnelle, tout en conservant la simplicité de production. En 1944, les corvettes étaient devenues de véritables chasseurs de sous-marins, et la Grande-Bretagne en possédait près de 300. L'ingénierie allemande ne faillit jamais. La stratégie allemande, si. La qualité sans la quantité n'est qu'un échec coûteux. La facture finale du programme britannique de corvettes arriva au Trésor en août 1946, 267 Flower Class à 90 000 $, chacune, plus 151 Castle Class à une moyenne de 140 000 $, pour un total de 45,2 millions, environ 2 milliards en valeur actuelle. Cela représentait 2,8% seulement des dépenses navales britanniques de guerre. Pour cette somme modeste, la Royal Navy acquit les navires qui maintinrent ouverte la ligne vitale de l'Atlantique, assez longtemps pour que la puissance industrielle américaine fasse pencher la balance. Imaginons l'alternative. Si la Grande-Bretagne avait choisi une stratégie fondée sur les destroyers, en construisant suffisamment de bâtiments de flotte pour couvrir équivalemment l'Atlantique, chaque convoi aurait nécessité au minimum 8 escortes. Le pays faisait transiter environ 300 convois annuels entre 1940 et 1945. Maintenir des groupes d'escorte de 8 navires
pour 300 convois simultanés, en tenant compte des cycles de maintenance et des pertes, aurait exigé environ 3000 destroyers sur toute la période de guerre. À 900 000 $ pièce, ce programme théorique aurait coûté 2,7 milliards, soit 60 fois les dépenses réelles du programme de corvettes. La différence, 2,65 milliards, finança entièrement d'autres opérations. Où cet argent alla-t-il? L'opération Overlord, le débarquement du jour J coûta environ 850 millions de dollars. À la Grande-Bretagne, en dépenses militaires, direct péniche de débarquement blindé, spécialisé, stock de munitions infrastructures, logistique. La campagne méditerranéenne de torches aux opérations italiennes consomma 640 millions supplémentaires. Les opérations de bombardement stratégique, y compris la production des Lancaster et la construction des bases aériennes, exigèrent 520 millions. Ces 3 campagnes, les efforts stratégiques, qui en fin de compte vainquirent l'Allemagne, coûtèrent ensemble environ 2,1 milliards de dollars. Les économies réalisées grâce au programme des corvettes couvrirent presque à elles seules le coût des 3 grandes opérations combinées. En choisissant des navires adéquats plutôt que des navires parfaits, la Grande-Bretagne conserva une capacité industrielle suffisante pour se battre sur plusieurs fronts, au lieu de se ruiner à défendre un seul corridor maritime. La victoire stratégique se traduisit par des chiffres éloquents. Les pertes mensuelles de tonnage marchand atteignirent un pic de 768 000 tonnes en novembre 1942, au moment critique où Dönitz faillit sectionner la ligne vitale de l'Atlantique. En mai 1943, ces pertes s'étaient effondrées à 264 000 tonnes, tandis que les U-boats subissaient leurs pires pertes, 41 sous-marins coulés en un seul mois. Le 24 mai 1943, Dönitz retira ses meutes de loups de l'Atlantique Nord, admettant qu'il ne pouvait plus soutenir de telles pertes. La bataille n'était pas totalement gagnée. Les U-boats demeurèrent dangereux jusqu'à la fin du conflit, mais la crise était terminée. La Grande-Bretagne ne mourrait pas de faim. Les convois passeraient. Les corvettes avaient rendu cette victoire possible par leur seule disponibilité. Le 1er juin 1943, le Western Approaches Command comptait 187 corvettes opérationnelles contre 94 destroyers. Ces corvettes assuraient la densité numérique qui transforma la défense des convois d'une réaction désespérée en une couverture systématique. Aucun convoi ne navigua sans escorte après la mi-1941. La plupart en comptaient 8 ou plus dès 1943. Les U-boats affrontaient désormais des écrans ASDIC superposés des motifs de grenadage coordonnés et des groupes tactiques plus nombreux que leurs propres meutes d'attaque. Les tactiques révolutionnaires de Dönitz reposaient sur la rareté des défenses. Les corvettes lui refusèrent cette rareté par le simple poids du nombre. La véritable comparaison de coûts n'était pas 90 000 contre 900 000 $ par coque, mais 45 millions achetant la victoire stratégique contre 2,7 milliards menant à la faillite. La Grande-Bretagne entra en guerre comme le plus grand créancier du monde et en sortit comme son plus grand débiteur, redevable de 3,4 milliards, principalement envers les États-Unis et le Canada. Ajouter encore 2,65 milliards pour construire des destroyers aurait rendu cette dette insoutenable, forçant probablement une paix de compromis en 1943, au moment où l'aide américaine s'accompagnait de conditions de plus en plus strictes. Le programme des corvettes raillé par les traditionalistes comme une solution vulgaire et indigne acheta pourtant quelque chose d'inestimable, la capacité pour la Grande-Bretagne de continuer la guerre jusqu'à la victoire inconditionnelle. Ces modestes navires de la classe Flower, issus de modèles civils
et construits avec des matériaux de qualité commerciale, sauvèrent non seulement les convois, mais aussi la capacité de la nation à rester dans la lutte. Et cela vaut infiniment plus que n'importe quel destroyer jamais construit.